Mai 2004. La destination de tous les rêves. On vient de loin pour découvrir la lumière qui caresse les îles, le miroir des lagons, la transparence des eaux, la magie de la plongée au milieu des poissons. Chaque voyageur qui vient ici pourra trouver son petit morceau de paradis. Enfin, peut-être. Mururoa, l'île du Grand Secret, l'atoll de la Taume, 3000 jours après la fin des essais. L'autorisation nous a finalement été donnée alors que l'espoir d'y aller un jour avait disparu. Nous voulions plonger sur l'atoll depuis longtemps pour voir ce qu'il restait dans le lagon et autour. Mais Mururoa est une zone militaire, dont l'accès est limité à de rares missions scientifiques. Heureusement, une campagne de prélèvement se déroule en ce moment sur le site. Alors, saisissant l'occasion, l'armée nous a permis d'aller sur place. Une chance unique qu'il nous faudra exploiter au maximum, car notre séjour sur l'atoll ne dépassera pas 3 jours et demi, un délai bien court pour mener une enquête. Une enquête sans prétention, bien sûr, car nous ne sommes pas des scientifiques, juste des reporters passionnés d'océan, partis avec une panoplie de questions et 3 caméras pour tout instrument de mesure. Par exemple, pour connaître les impacts des essais nucléaires sur l'environnement, et particulièrement sur le milieu vivant. Savoir s'il y a encore des risques et lesquels, savoir qui contrôle le site et comment, se demander aussi quel est l'avenir de Mururoa. À peine posés, nous partons pour la zone de vie, une sorte de hameau fleuri où résident une poignée de soldats, les sentinelles du bout du monde. L'atoll se laisse découvrir et fait peu à peu monter en nous une sensation de vide et d'isolement. Pourtant, l'histoire de Mururoa n'est pas l'histoire d'un désert, et il est bien difficile d'imaginer que 3000 personnes ont pu travailler ici ensemble pendant 30 ans. Tout a commencé au début des années 60. La France savait déjà que l'indépendance de l'Algérie n'était plus qu'une question de temps et qu'il lui faudrait bientôt abandonner le Sahara. Les autorités pensèrent aux îles Kerguelen, mais De Gaulle jeta finalement son dévolu sur 2 atolls inhabités du sud des Tuamotu, Mururoa et Fangatofa. Le centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique était né. Les 41 premiers essais atomiques furent aériens. L'engin était le plus souvent placé sous un ballon gonflé à l'hélium, hissé à quelques centaines de mètres du sol. Bien entendu, il n'y avait pas d'habitation sur l'atoll. Les personnels logeaient sur des bateaux qui partaient au large pendant les tirs. Ça se passait en général très tôt le matin, il faisait encore nuit, donc un spectacle extraordinaire. Et même les gens qui sont terriblement anti-nucléaires sont obligés de dire que c'était un spectacle dantesque, vraiment quelque chose de fabuleux. Ça reste dans les rétines, c'est le cas de le dire. En 1968, avec 2 tirs mégatoniques, Canopus et Procyon, la France accédait à la puissance thermonucléaire. Les techniques de forage de gros diamètre permirent d'abandonner les essais aériens, très polluants,
et de réaliser à partir de 1975 des tirs souterrains. L'engin était placé au fond d'un puits creusé à plusieurs centaines de mètres de profondeur, sous la couronne corallienne. Il n'était alors plus nécessaire d'évacuer les personnels du site, qui pouvaient du coup profiter du spectacle. À partir de 1981, les engins furent peu à peu tirés dans des puits, creusés cette fois sous le lagon de l'atoll, à des profondeurs comprises entre 500 et 1100 mètres, permettant d'atteindre la roche volcanique. Le dernier tir nucléaire français eut lieu le 27 janvier 1996 à Fangatofa. Le démantèlement complet des sites commença la même année. Huit ans plus tard, nous partons pour notre première plongée dans le lagon de Mururoa, impatients d'aller à la rencontre de l'histoire. Pour donner un aspect plus solennel à l'événement, deux plongeurs de la Marine nationale nous accompagnent. Ce sera du reste le cas pour toutes nos plongées. Nous évoluons autour de pinacles coralliens entre 10 et 20 mètres de profondeur. Poissons chirurgiens, papillons, fusiliers, becs de canne, nasons. Sans être luxuriante, la faune est relativement dense à cet endroit. Les pinacles, composés de Choroporites, de Pocillopora ou d'Acropora, ne semblent pas très différents de ceux que l'on peut observer dans d'autres atolls de Polynésie. Apparemment, rien d'anormal. Il faudrait cependant savoir comment cet écosystème a réagi aux explosions nucléaires et comment il s'est régénéré. Les effets mécaniques portent sur deux types d'organismes très différents. Sur les coraux qui ont un squelette rigide, ça peut les casser, comme une onde de choc, comme le chanteur qui fait vibrer une vitre et puis qui finit par la casser, bon, c'est un peu ça. Et puis la deuxième chose, c'est les poissons, parce que les poissons ont une vessie natatoire. Alors évidemment, quand il y a une onde de choc terrible, la vessie natatoire elle explose et les poissons sont morts. Alors si vous êtes au niveau de l'épicentre, en quelque sorte, du lieu de l'explosion, et si l'explosion a été forte, s'il y a une onde de choc, etc., qui est forte, évidemment, les coraux branchus vont être cassés. Si l'onde de choc est très forte, c'est les coraux massifs qui vont être fissurés, en quelque sorte. Et puis, au niveau des poissons, c'est ce que vous disiez, dans un certain rayon, les poissons vont être tués par suite de cette onde de choc sur la vessie natatoire. Il faut savoir que lors d'un tir souterrain, les poissons, dans un rayon de 2 km autour du tir, étaient complètement détruits.
Nous avons aussi constaté vers 20 mètres de profondeur la présence de failles assez larges. Leur origine est-elle naturelle? Ces canyons que vous pouvez voir là encore se maintiennent. Pourquoi? Parce que c'est là que les blocs les blocs cassés vont et viennent. Et ils ont deux solutions quand il y a une période de mauvais temps. Soit les blocs cassés qui sont dans la passe finissent dans le lagon, ou alors ils dévalent la pente externe du lagon. Il n'y a pas de 36 solutions. Mais ce va-et-vient de blocs cassés fait que ça vous entretient cette espèce de chenal. Hein. Et les coraux qui sont sur les bords du chenal, chaque fois qu'il y a une période de mauvais temps, ils sont cassés, rabotés. Et c'est pour sinon, tout serait comblé et il y aurait plus de chenaux. Si ces canyons que nous avons vus sont naturels, les tirs souterrains ont tout de même endommagé le récif corallien à plusieurs endroits. Combien de temps faudra-t-il alors pour que le récif se reconstitue? Pour répondre globalement à votre question, au niveau de l'écosystème, on a un terme de comparaison, c'est par exemple les effets des cyclones sur les atolls et sur les pentes externes notamment des atolls. Et on sait maintenant, puisqu'on a progressé dans la connaissance, on sait qu'un récif qui est pratiquement complètement ravagé par un cyclone, par des effets mécaniques, met à peu près une dizaine à une douzaine d'années pour se rétablir. Donc si on est dans des endroits qui ont été terriblement malmenés du point de vue mécanique et où les coraux ont souffert à la fois d'un effet de chaleur, un effet thermique et un effet mécanique, eh bien si c'est à la pointe du point zéro où tout a été liquidé, parce qu'évidemment au point zéro ça peut se produire, tout dépend encore une fois de la puissance du tir, de son altitude, il y a énormément de paramètres, mais si tel a été le cas, il faut compter à peu près entre 5 et 10 ans pour que ça se rétablisse. Et donc moi j'ai fait des essais puisque je suis retourné plusieurs fois et les résultats montrent que la faune ichtyologique autour des pinacles qui ont été complètement détruits, au bout de 5 ans, la faune ichtyologique s'est remise en place. Et c'est remise en place non seulement en termes de nombre d'individus et de nombre d'espèces, mais également c'est remise en place dans la composition trophique du peuplement. C'est-à-dire dans l'organisation de la chaîne alimentaire. Il faut donc au moins 5 ans pour repeupler une zone dévastée et une dizaine d'années à un récif sinistré pour se reconstituer. Quand on étudie les poissons dans un lagon d'atoll, une des composantes qui explique ce peuplement de poissons, c'est l'habitat. Et il faut savoir, donc, pour les poissons, l'habitat c'est les coraux, c'est les massifs coralliens et tout ça. Et il faut savoir que les tirs souterrains qui étaient effectués, ils avaient une onde de choc, mais cette onde de choc ne détruisait pas l'habitat. Donc comme moi j'ai toujours une relation entre le nombre de poissons et l'habitat, c'est-à-dire la complexité de l'habitat, s'il y a des caches, etc. Et comme l'habitat n'était pas détruit, c'est vrai que les poissons revenaient plus facilement. Donc c'est pour ça que j'explique que les poissons sont venus facilement recoloniser l'atoll de Mururoa et de Whakatofa. Après je referai une autre parenthèse, parce que pour expliquer un peuplement de poissons, il faut comprendre aussi le cycle de ces poissons, qui se reproduisent ils se reproduisent, puis il y a des stades larvaires qui vont dans l'océan, et comme Mururoa est un atoll où il y a une passe énorme, c'est vrai que là le flux de larves qui rentrent dans l'atoll est assez important, donc en 5 ans on s'aperçoit que le peuplement se remet en place. Oui, ça me choque pas. Je ne sais pas si la largeur de la passe peut être importante, mais ce qui est important, c'est la passe. Parce que pour ce qui est de la faune et de la flore qui vit dans les lagons des atolls, c'est-à-dire pas à l'extérieur mais dans les lagons, c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre la composition en espèces des lagons d'atolls fermés par rapport aux atolls ouverts. Dans les atolls ouverts, il y a beaucoup plus d'espèces. Et pour être ouvert, l'atoll de Mururoa l'est vraiment, avec une largeur de passe supérieure à 5 km. Les échanges avec l'océan y sont permanents, et ils ont par conséquent contribué dans le passé au repeuplement du lagon. Puis la renverse de courant est très limitée par cette grande ouverture sur l'extérieur. Le lagon semble à cet endroit réellement faire partie de l'océan. Ceci pourrait expliquer pourquoi la faune que nous rencontrons n'est pas très dense, même si la célèbre grotte au Karang ne nous déçoit pas.
Si l'on compare la passe de Mururoa à la passe nord de Rangiroa, le plus grand atoll de Polynésie, on constate que cette dernière n'est large que de quelques centaines de mètres. Ici, la renverse est impressionnante. Lorsque le courant est sortant, il aspire littéralement les eaux du lagon vers l'océan, ce qui provoque la formation d'un mascaret et d'un terrain de jeu idéal pour les dauphins. Lorsque le courant est rentrant, certains plongeurs s'amusent à dériver dans un jus qui peut parfois atteindre 8 nœuds. La densité d'animaux dans cette passe étroite est donc logiquement plus forte que dans l'immense passe de Mururoa. On retiendra que l'important pour permettre à l'écosystème de se régénérer, de se diversifier, ce sont les passes. Toute cette faune exubérante observée ici nous fait penser à un autre atoll qui a tutoyé l'atome de très près et où paradoxalement la biodiversité est éclatante. C'est l'atoll de Bikini. Ce confetti des îles Marshall a subi des explosions atomiques sans commune mesure avec le reste du Pacifique. Le tir aérien Bravo, testé en 1954 sur des vieux navires de guerre, avait une puissance de 15 mégatonnes, soit 750 fois celle de la bombe lancée sur Hiroshima. Les expérimentations nucléaires se faisaient sans grande connaissance. Et les expérimentations nucléaires à Bikini, certaines se sont faites à même le sol, au sommet d'un pylône de 20 mètres. Donc j'aime autant vous dire que c'était des vrais cratères au sol, et on les retrouve sur les photos. Ce que vous ne trouvez pas, bien entendu, sur Muru ni sur Fangatofa, parce que tout simplement, la technologie de l'expérimentation nucléaire avait considérablement changé, et il s'est écoulé quand même presque 2 décennies entre 1946 et puis les 65. On n'a évidemment pas fait les erreurs qu'ont fait les Américains et les Russes qui ont essuyé les plâtres, en quelque sorte. Si les Américains pouvaient aujourd'hui recommencer, plus jamais ils ne feraient sauter de bombes nucléaires dans le Nevada ou dans le Nouveau-Mexique. Il y a des régions entières, j'y suis allé là aussi, qui sont interdites à toute circulation humaine. Ça, on ne le dit pas, mais les dégâts des essais nucléaires américains sont très importants sur le sol américain. Et sur celui des atolls aussi. Dans son rapport de 1998, l'AIEA avertissait: le repeuplement de l'île de Bikini, dans les conditions radiologiques actuelles, n'est pas recommandé, compte tenu des doses de rayonnement que pourraient recevoir des habitants soumis à un régime alimentaire constitué de denrées d'origine locale. Pour autant, on constate en plongeant sur Bikini une biodiversité extraordinaire, bien plus riche qu'à Mururoa. De nombreuses espèces de coraux ont colonisé les vestiges des essais de façon spectaculaire. Et la densité de la faune est impressionnante. Alors comment expliquer ce paradoxe? L'atoll de Bikini est beaucoup plus riche que l'atoll de Mururoa, naturellement, parce que les Marshall sont plus riches, de même que la Nouvelle-Calédonie, que même que les Fidji. Tout ça, c'est beaucoup plus riche que la Polynésie française, qui se situe à l'extrémité pratiquement du gradient de diversité dans la zone Indo-Pacifique. La répartition du nombre d'espèces dans l'océan Pacifique
Aux Philippines, Indonésie, Thaïlande, vous avez à peu près 3000 espèces. Sur la grande barrière de corail, vous allez en avoir 2000. En Nouvelle-Calédonie, vous avez 1500. Et en Polynésie, vous en avez que 800. Et cette répartition biogéographique, elle est due essentiellement dans ce que je vous expliquais, les cycles de vie et le transport des larves, etc. etc. Les tirs n'ont que des effets qui sont temporaires pour ce qui est des récifs coralliens. C'est des effets mécaniques, on casse, ben oui, ben les cyclones le font. La température, ben oui, évidemment, quand tout est grillé, ben après il faut attendre que ça revienne. Et puis la radioactivité, mais la radioactivité dans les récifs coralliens, les organismes, c'est pas leur problème. Ils supportent des doses de radioactivité qu'on pourrait leur mettre qui feraient mourir un homme. Donc il n'y a pas de problème de radioactivité au sens de l'écosystème corallien. Bon, c'est autre chose pour l'alimentation humaine, ça c'est pas ma spécialité, là c'est autre chose. Mais une holoturie, un poisson, il peut très bien subir des doses de radioactivité importantes. Nous savons maintenant que la faune est plus riche à Bikini qu'à Mururoa grâce à la répartition naturelle des espèces, et que l'abondance de vie sous-marine ne veut pas dire qu'il n'y a pas de radioactivité. À Mururoa, on contrôle régulièrement le niveau de radioactivité en faisant des prélèvements sur les milieux terrestres et sous-marins. De l'eau, des sédiments, du plancton, des fruits comme de la noix de coco sont recueillis puis envoyés en métropole pour y être analysés. On prélève aussi des poissons comme le mérou, qui est un bioindicateur intéressant puisqu'il se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Il faut 3 kg de chair pour une analyse. Le chasseur ne s'intéresse donc pas au menu frottin. Une fois le poisson capturé, la chair est découpée, puis elle est pesée, avant d'être empaquetée et congelée. Bon ben Jean, on a largement la quantité nécessaire. Le mérou va voyager jusqu'en région parisienne pour une escale définitive dans un laboratoire du CEA. Le prélèvement est séché environ une semaine dans une étuve, puis il est calciné. Les cendres sont mises ensuite en solution et après plusieurs étapes de percolation, on obtient des électrodépositions sur une petite coupelle. L'échantillon peut alors partir à la mesure en spectrométrie alpha. Donc ici vous avez un ensemble de spectrométries alpha qui permettent de déterminer la quantité de plutonium éventuellement présent dans un échantillon. Là vous avez en particulier un mérou qui a été traité, auquel on a effectué une radiochimie, on a isolé le plutonium 239, donc ici on a une limite de détection. Il n'y a donc rien à voir. Pourtant, le fait qu'on ne décèle pas de contamination aujourd'hui ne signifie pas forcément qu'il n'y en aura pas demain. 134 engins ont été tirés dans le sous-sol de Mururoa et de Fangatofa. Ces explosions ont évidemment pollué durablement les zones rocheuses, proches des points zéro. On peut donc se demander s'il y a un risque de voir un jour cette pollution remonter à la surface et contaminer l'environnement. Pour pouvoir répondre, il faut faire un peu de géologie. La couche la plus profonde, c'est du basalte, ou roche volcanique sous-marine. Au-dessus, on trouve les dolomies, une roche sédimentaire calcaire. Enfin, une couche de formation corallienne vient couvrir la structure. Pour un tiers souterrain, on creuse un puits pour atteindre la roche basaltique. L'engin y est placé, on rebouche le puits et on tire. C'est l'onde de choc qui blanchit la surface de l'eau. Finalement, l'effet d'une explosion, c'est d'abord de créer une cavité de façon quasi instantanée, et puis de fracturer quelques dizaines de mètres de roche autour du point d'explosion. Au bout d'un certain temps, cette cavité finit par s'effondrer, et donc on a un effet donc, de remontée de la voûte de la cavité vers la surface. Un point important, c'est que les blocs qui résultent de l'effondrement de cette cavité prennent plus de place
une fois effondrés que dans leur position initiale. C'est un peu le phénomène de la boîte de sucre. Quand vous renversez une boîte de sucre, bien, les sucres prennent beaucoup plus de place que quand ils sont bien rangés dans la boîte. Donc ce phénomène d'effondrement de la voûte de la cavité, c'est systématiquement stabilisé tout seul. Ça a été vrai dans 99% des cas. Il y a quand même eu 2 ou 3 incidents pour lesquels je suppose que la puissance de l'engin était légèrement supérieure à ce qui avait été prévu et où la zone de fracturation créée par l'onde de choc est venue tangenter les carbonates et il y a eu remise en contact de l'eau de la zone de fracturation avec la partie supérieure des carbonates, ce qui fait que dans les carbonates aujourd'hui, on trouve une quantité mesurable de tritium. Les sols remontés de radioactivité qu'on a pu observer en quantité infime l'ont été par les câbles, par les chemins de câbles qui reliaient le conteneur d'expérimentation, mais ça a été extrêmement faible. Ces câbles reliaient l'engin à la surface et donnaient des informations sur le tir. Aujourd'hui, pour vérifier que rien d'anormal ne remonte d'en bas, les têtes de puits sont inspectées régulièrement. C'est l'objet du brief et de la plongée de ce matin. Nous partons pour Fletch 08. Voici donc de près à quoi ressemble une tête de puits, sous laquelle eut lieu un jour une explosion nucléaire à plusieurs centaines de mètres sous nos palmes. Les entrailles du puits sont reliées à la surface par un câble dans lequel il y a plusieurs tubes. Ces tubes vont être connectés à la vedette de prélèvement et on va pomper l'eau qui s'y trouve pour l'analyser. Retour des échantillons au CEA, mais cette fois pour des mesures à la spectrométrie de masse. Donc cette machine a la propriété d'être une machine extrêmement sensible, puisqu'on peut mesurer des ultra-traces de radioactivité que l'on retrouve éventuellement dans quelques échantillons à Mururoa. Donc ces ultra-traces, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont à très bas niveau. Il s'agit de picogrammes de matière, c'est-à-dire un millième de milliardième de gramme de plutonium contenu dans un échantillon d'eau, parfois moins. Dans l'océan autour de Mururoa, l'isotopie en plutonium indique qu'il s'agit des retombées mondiales. Donc les eaux océaniques ne sont pas marquées, absolument pas marquées, par une contamination même très petite des atolls de Mururoa et Fangatofa. Cette analyse est partagée par l'IRSN qui s'occupe de la surveillance radiologique de toute la Polynésie. C'est la difficulté, un peu le challenge à l'heure actuelle, c'est qu'on a atteint des niveaux de radioactivité tellement bas que dans un certain nombre de cas, on ne peut plus mesurer. Si on prend des indicateurs qui permettent d'enregistrer la radioactivité au fil du temps, donc ce qu'on appelle nous des indicateurs, qui permettent de faire un suivi, donc d'être comparé d'année en année, la tendance est à la baisse. Un bémol tout de même. Si les missions internationales qui sont allées à Mururoa confirment elles aussi le taux très faible de radioactivité, elles ont néanmoins émis des réserves sur son confinement à long terme dans le sol. Il est effectivement bien difficile de faire des pronostics avec le plutonium, qui reste dans la force de l'âge jusqu'à 26 000 ans. Voici quelques extraits piochés dans les rapports. Mission Tazieff, 1982. Depuis que les explosions sont souterraines, la contamination radioactive est devenue quasiment nulle à court terme. Mais le confinement des déchets radioactifs dans le sous-sol pour des périodes très longues, atteignant des milliers d'années, pose des problèmes qui ne sont pas résolus. Mission Atkinson, 1983. L'hydrologie des formations calcaires et volcaniques est telle
qu'on peut envisager que des fuites, à partir des cavités provoquées par les explosions, pourront se produire dans 500 ou 1000 ans. Mission Cousteau, 1988. Il n'y a pas de retour de radioéléments en surface et les risques de pollution radiologique à court et moyen terme sont négligeables. Mais l'atoll de Mururoa est un très mauvais site de stockage de déchets radioactifs. Il n'y a pas de raison de croire que si certains critères de confinement semblent nécessaires au stockage de déchets nucléaires civils, ils ne le soient plus pour stocker des déchets nucléaires militaires. Mission AIEA 1996. On trouve encore des traces de plutonium issues des essais aériens sur la zone Colette de l'atoll. Les concentrations de tritium, césium et strontium sont plus importantes dans le lagon qu'en plein océan. Les doses enregistrées sont cependant très faibles et ne nécessitent aucune protection radiologique particulière. L'AIEA recommande par ailleurs le suivi de la migration des radionucléides dans le sol. Il y aura des sorties de plutonium, mais à des niveaux traces. C'est sûr mais ça sera très très lent, parce qu'il faut quand même savoir que la vitesse de déplacement des eaux dans le volcanisme, c'est de l'ordre du millimètre par an. Donc, quand on met les coefficients de retard de tous ces éléments, pour dissoudre dans les roches volcaniques, dans la vitrification, c'est excessivement long. Je ne sais pas si on mesurera quelque chose à l'extérieur. En fait, ce sera probablement non mesurable. En tout cas, nous ne serons a priori plus là pour le vérifier. Par contre, on sait que la radioactivité est à peine mesurable sur l'atoll et que la surveillance radiologique sera poursuivie pendant encore longtemps. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le risque radiologique à Mururoa est infime par rapport au risque géomécanique. Les atolls sont des massifs dont les couches calcaires vieillissent, se fracturent, meurent, se régénèrent le plus naturellement du monde. Mais à Mururoa, les essais souterrains ont généré des ondes de choc qui ont accéléré le vieillissement et la fracturation du calcaire. On a 3 réseaux de fractures en zone nord qui ont un mouvement et la partie extérieure de l'atoll a tendance à partir vers l'extérieur. Et donc ce sont ces morceaux de corail que l'on surveille pour savoir s'ils vont partir ou pas. Pas tellement. Le danger lié à la radioactivité est nul s'ils s'en vont, mais par contre, il y aurait des phénomènes hydrauliques qui accompagneraient ce départ de morceaux de corail, enfin de gros morceaux de corail, qui entraîneraient des vagues relativement importantes qui viendraient submerger l'atoll. Pour prévenir un tel scénario, des capteurs répartis sur l'île sont connectés à une station sismique, qui elle-même est reliée par satellite à la métropole. Notre séjour à Mururoa va prendre fin dans quelques heures. Nous aurions souhaité passer davantage de temps dans la passe de l'atoll, plonger sur les pentes externes ou aller à Fangatofa. Mais nous en savons un peu plus sur les atolls de l'atome. Les installations et ceux qui les occupaient sont partis. La pollution est désormais confinée et surveillée. Les explosions ne détruiront plus les poissons et les coraux. Le silence et la nature se sont finalement retrouvés. Mais aujourd'hui, nous quittons Mururoa avec un sentiment mitigé. La nature, l'écosystème sous-marin semblent ici avoir presque gagné la partie, ou du moins une manche cruciale. Mais ailleurs, est-ce que la nature gagne toujours? Est-ce qu'un océan peut mourir? L'océan est le récepteur de toute pollution. Et on a vraiment, je pense, de quoi être pessimiste si on ne met pas bon ordre à beaucoup de pratiques industrielles.
Les coraux sont en danger parce qu'il ne faut pas oublier que les récifs coralliens poussent dans 110 pays au monde. Et parmi ces 110 pays au monde, c'est essentiellement des pays qui se trouvent dans la zone intertropicale. Et si on prend des problèmes démographiques, c'est là où il y a le plus de pression humaine qui vont s'exercer dans les années qui viennent. Et c'est vrai que la pression humaine a quand même une incidence sur ce récif corallien. Il est plus menacé que la forêt tropicale, parce que la forêt tropicale est un milieu terrestre dont on arrivera à protéger quelques parcelles, au pire, j'allais dire, quelques morceaux, tandis que le milieu corallien, c'est le milieu marin, et que toutes les pollutions y vont, et qu'avec les changements climatiques, on n'est pas certain que d'arriver à sauver ce milieu. Et là, on ne peut pas faire des réserves qui protègent contre les changements climatiques, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un écosystème tropical qui est en danger dans le siècle qui vient. On sait dans quelle situation nous sommes au niveau mondial. Il y a quand même 2 grandes nations qui n'ont pas voulu signer les accords de Kyoto et on est toujours en train de relarguer beaucoup de choses dans l'atmosphère qui vont quand même contribuer durablement à la dégradation de la planète. L'effet de serre, les pollutions industrielles, les déchets et les rejets d'eau contaminés accélèrent la destruction du milieu marin. La population mondiale augmente et exploite l'océan comme une source de protéines inépuisable. La surpêche, alimentaire ou sélective, est en constante expansion. Elle est souvent pratiquée à l'explosif, au cyanure ou au chalutage illégal, et de nombreuses espèces ont presque disparu, comme le thon jaune. Plus de 100 millions de requins sont également tués chaque année, soit 11 500 toutes les heures. Le prix de certaines proies donne lieu à des spéculations abjectes. Et les petites réserves ne peuvent pas lutter contre certaines multinationales qui disposent de moyens colossaux. Est-ce qu'un océan peut mourir ?